Bonjour à chacune et à chacun. Pour commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à écouter la vidéo de présentation, ce qui vous permettra de savoir si vous êtes face à ce que vous recherchez. Maintenant, bienvenue dans la vidéo numéro 1 du Terrier du Lapin, dont le fil rouge sera la carte de Piri Reis. Alors la carte dont il sera question, c'est celle-ci. Je commence par elle parce que c'est cet objet qui m'a fait pénétrer, il y a maintenant plus d'une bonne dizaine d'années, à l'intérieur du Terrier du Lapin. Pour ceux qui connaissent déjà cette carte, eh bien vous allez remarquer que je vais la commenter un peu différemment qu'avec les arguments que l'on trouve habituellement, puisque je vais non seulement établir des parallèles avec d'autres infos, mais également comparer des éléments qui a priori ne sont pas censés avoir un rapport avec cette carte. Sinon, cette vidéo ne serait qu'une redondance inutile, puisqu'il en existe déjà beaucoup qui traitent de ce sujet. Mais commençons par le début. Officiellement, et quand je dis officiellement, je fais référence aux sources approuvées par les académiques, entre guillemets, et que l'on peut retrouver très facilement via le net. Voici ce qui est dit sur Piri Reis. Alors Piri, Ibn Haji Mehmet, alors désolé pour mon arabe, je suis loin d'être au point, surnommé Piri Reis, est né vers 1480, probablement à Karaman en Turquie, et est mort en 1554 au Caire. Il est capitaine, Reis en turc, puis amiral ottoman au XVIe siècle. Neveu du célèbre pirate Kemal Reis dit Kamel. Il est surtout connu pour son œuvre de cartographe. C'était un lettré qui se passionnait pour les cartes et les collectionnait. En 1513 et en 1528-29, il dessina 2 cartes du monde, reprenant les cartes et les données de sa collection, dont certaines remonteraient à l'Antiquité. La plus célèbre est celle de 1513, surnommée Carte de Piri Reis. Elle fut découverte en 1929 au palais de Topkapi à Istanbul. La seconde est restée inachevée. Il écrivit également un ouvrage, le Kitab-i-Bari'i, que l'on peut traduire par livre de navigation, qu'il rédigea entre 1511 et 1521, et dans lequel on trouve, en plus de la carte de 1513, 200 cartes représentant principalement la Méditerranée. Pour info, le Kitab-i-Bari'i est l'un des plus célèbres livres de navigation antérieurs à l'époque moderne, fin du XIVe siècle, même au début du XVIIe siècle. Selon Svat Sousek, qui est un compilateur et auteur d'ouvrages en rapport avec l'Asie centrale et les études d'Asie centrale, titulaire d'un doctorat en études de turc et arabe de l'Université de Columbia, ses travaux incluent également la parution d'un livre intitulé Piri Reis et la cartographie turque après Colomb, qui a été édité en 1996. Et dans ce livre, il nous rapporte, au sujet de la carte traitée ici, que l'amiral turc doit s'être inspiré d'une vingtaine de cartes allant de cartes antiques grecques à une carte établie par Christophe Colomb, ou encore à celle établie par d'autres navigateurs portugais. Il s'agit d'une carte très complète pour l'époque. Fin de la citation. Alors, puisqu'il est fait référence à Colomb, un arrêt sur ce personnage s'impose, puisque Christophe Colomb, bon, tout le monde le connaît, la destination de ses voyages, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, sauf qu'il existe un détail que nous avons tous vu et qui pourtant ne nous interpelle que rarement. Officiellement, Colomb navigua pour la reine de Castille et pour le roi d'Aragon, et c'est en leur nom qu'il découvrit l'Amérique en 1492, alors qu'il pensait arriver en Inde, et ainsi prouver que la Terre était ronde. Élément pourtant connu depuis bien longtemps, mais ça, ce sera développé dans la vidéo numéro 2, celle sur Ptolémée. Autre passage de l'histoire officielle. Après la perte définitive de la Terre Sainte, consécutive au siège de Saint-Jean d'Acre de 1291, l'ordre du Temple, plus connu sous le nom les Templiers, fut en France victime de la lutte entre la papauté avignonnaise et le roi de France Philippe le Bel. Il fut dissous par le pape français Clément V le 22 mars 1312, date à laquelle Clément V fulmina une bulle qui s'appelle la bulle Vox in Excelsior, officialisant la dissolution de l'ordre du Temple à la suite d'un procès en hérésie. Ailleurs qu'en France, les chevaliers templiers ne furent généralement pas condamnés mais transférés, ainsi que leurs biens, dans d'autres ordres de droit pontifical ou bien rejoignirent la vie civile. À partir de 1312, officiellement, l'ordre du Temple n'existe plus en France et son grand maître connaîtra le bûcher en mars 1314. Puis vers 1319-1320, c'est le coup de grâce, dissolution complète puis absorption dans d'autres ordres. Sauf que même si aujourd'hui encore on ne parle plus de l'ordre des Templiers, nous savons qu'il survit d'une façon ou d'une autre dans ses valeurs fondatrices, ne serait-ce qu'au travers des francs-maçons, qui se réclament entre guillemets de la succession des Templiers par leur branche écossaise, mais également que l'on peut retrouver dans l'ordre de Malte, qui reste toujours une, si ce n'est la distinction officielle, l'ordre pro merito melitensi, la plus recherchée par les plus influentes personnalités de ce monde. Donc d'un côté, 1312 pour les débuts de la fin en ce qui concerne les Templiers, de l'autre 1492, Colomb en Amérique, soit presque 200 ans d'écart entre ces deux événements. Et aujourd'hui encore,
une ombre importante de cet ordre plane sur le monde. D'un autre côté, nous avons l'historien Jacques Hirst, spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge, professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris-Nanterre, puis directeur des études médiévales à Paris 4, qui nous écrit dans son Christophe Colomb de 1991, en page 229, « Pour nous en tenir au temps de Colomb, de tous les voyages maritimes du temps, aucun ne peut être connu avec tant de minutie et de sérieux. » Alors Colomb fit son premier voyage avec 2 caravelles, la Pinta et la Niña, et une caraque, la Santa Maria. Logiquement, puisqu'il est sponsorisé entre guillemets par des régnants d'Espagne, très catholiques, on pourrait s'attendre à trouver un grand respect en ce qui concerne les décisions des différents papes qui ont sévi, en ce qui concerne la dissolution de l'ordre du Temple. Oui, mais voici la représentation officielle des 3 navires. Rien ne vous choque? Ces grandes voiles blanches avec la croix pâtée rouge bien reconnaissable? Ça ne vous rappelle pas l'emblème de certains chevaliers, les seuls à avoir porté l'habit blanc et ce type de croix rouge? Alors certains historiens pensent qu'il s'agirait de la croix de Calatrava, mais celle-ci est bien différente. 200 ans que les Templiers sont officiellement discrédités par l'Église, puis disparus, et on embarque avec leur emblème bien en évidence sur des navires catholiques espagnols. Alors si vous êtes surpris, rendez-vous sur les représentations graphiques issues de la chapelle de Rosslyn, en Écosse, qui date de 1446. Cette chapelle, anciennement une collégiale, fut dessinée par William Sinclair. On a 2 orthographes pour Sinclair. Donc celui-ci, c'est le 3e du nom. Et c'est le dernier prince, Sinclair d'Orkney, héritier d'une famille noble écossaise, descendant des chevaliers normands de Sinclair, et plus que possiblement lié aux chevaliers du Temple et à la franc-maçonnerie. Alors 1446, les Templiers ne sont plus officiellement dans l'histoire depuis plus de 100 ans, et Colomb devra encore attendre un peu plus de 45 ans avant de partir à la découverte de l'Inde, entre guillemets, par l'Atlantique. Alors pourquoi découverte de l'Inde entre guillemets? Parce que dans la chapelle de Rosslyn sont gravés des cactus, du maïs, et à cette époque, ce sont des plantes endémiques du continent américain. Et en Europe, personne ne les connaît. Et il y a tellement d'autres surprises à découvrir dans ce lieu dit chrétien, mais je vous laisse effectuer vos propres recherches. Pour ce qui est de ce qui nous intéresse directement ici, si vous pensez que ces 2 photos peuvent être des pareidolies, c'est-à-dire un phénomène psychologique impliquant un stimulus visuel plus ou moins perçu comme reconnaissable, vous pouvez toujours chercher d'autres photos ou témoignages en ligne, comme par exemple ces 2-là. Et surtout, tout est signalé dans cette vidéo de la BBC. Pour les amateurs de chasse au mystère et au trésor, on peut ajouter, tout comme pour Rennes-le-Château en France, que peut-être à Oak Island au Canada, il y aurait des choses à révéler sur les Templiers. Après tout, même le président Roosevelt, franc-maçon s'il en est, a suivi cette histoire de près durant toute sa vie, et cette histoire n'est toujours pas arrivée à son terme. Je stoppe là cet arrêt un peu long sur un possible parallèle entre Colomb et les connaissances templières sur le continent américain, mais il est important de remarquer qu'il y avait une forte probabilité pour que Colomb et les éruditions templières soient liées, et que par voie de conséquence, si certaines connaissances de Colomb sont arrivées jusque Piri Reis, cela pourrait expliquer ce qui va être développé par la suite. Pour le moment, je reprends sur Piri Reis. Donc la carrière principale de Reis se fera en tant qu'amiral de la flotte égyptienne. C'est d'ailleurs surprenant pour un amiral de garder le surnom de capitaine, quand on sait que cela provient de l'héritage d'un oncle pirate. D'autant plus pour un Turc en Égypte, quand on sait qu'au XVIe siècle, les Turcs, les Ottomans, forment en Égypte et en Syrie un groupe élitaire. Mais il commencera sa carrière en étant basé à Suez et opérera dans la mer Rouge, puis l'océan Indien, le golfe Persique et la Méditerranée en général. Bref, l'Atlantique et ce qui se trouve à l'ouest de la Méditerranée, ce n'est pas son secteur. Mais c'est un lettré et surtout un collectionneur. Donc pour la carte qui va nous intéresser, celle de 1513, il y a une très forte probabilité pour qu'elle ne soit pas due à sa navigation personnelle, mais à ce qu'il connaîtra de par ses lectures, ses rencontres et sa collection de cartes anciennes, ce qui suppose une certaine érudition, voire une certaine initiation. Maintenant, il pourrait aussi y avoir une probabilité, vu ce que cette carte va nous décrire et qui logiquement est inconnue pour son époque, pour qu'elle soit antidatée. Mais les analyses au carbone 14 effectuées sur la peau de gazelle, qui est le support de la carte, et sur les encres ayant servi à dessiner, indiquent qu'il s'agit d'une carte du début du XVIe siècle. Toutefois, et premièrement, on y reviendra dans une autre vidéo, mais les techniques de datation ont quelques soucis. Deuxièmement, ce n'est pas parce que la peau et l'encre datent du début du XVIe siècle que cela prouve que l'on s'en est servi au XVIe siècle. Pour exemple, j'ai en ma possession de l'encre datant du milieu du XXe siècle, et rien ne m'empêche d'écrire avec cette encre, me servant d'un porte-plume et d'une plume sergent-major, sur un cahier des années 1950, et le tout aujourd'hui au XXIe siècle, en 2021. Juste parce que je trouve ça joli, ayant un goût prononcé pour les belles écritures.
Mais dans ce cas, cela signifierait que la carte est encore plus ancienne, et cela ne ferait qu'aggraver le problème sur ce qui est représenté sur cette carte. Toutefois, gardons à l'esprit que Périres était collectionneur d'objets datant d'aussi loin que l'Antiquité. Donc non seulement les cartes ayant servi de modèle sont pour la majeure partie antérieures à 1513, mais la réalisation de la carte dite de 1513 peut avoir eu lieu avant ou après 1513, puisque si l'on se fie au dire officiel, il est mort en 1554, a priori d'un désaccord avec Soliman le Magnifique, qui était le sultan de la dynastie ottomane, qui le fit décapiter. Donc ses connaissances ainsi que ses objets et ses réalisations datent d'avant la deuxième moitié du XVIe siècle, mais sont fort probablement basées sur des sources antérieures à cette époque. Si je précise, c'est pour nous habituer à ne pas effectuer de raccourcis de pensée, essayer d'éviter les biais cognitifs. Continuons de chercher. La carte de Périres n'est que le fragment d'une carte 3 fois plus grande représentant le monde connu à l'époque à laquelle elle a été réalisée, et dont le reste est aujourd'hui perdu. Alors la perte, c'est un fléau qui frappe malheureusement trop souvent, comme on pourra le constater au fur et à mesure des vidéos. Ne subsiste ainsi que la partie concernant l'océan Atlantique. Selon son colophon, c'est-à-dire l'écrit sur la partie gauche, cette carte fut réalisée en 1513. Périres indique dans ses ouvrages l'avoir offerte à Sélim Ier lors de son séjour au Caire, c'est-à-dire en 1517. La source, c'est Svatsuzek, dans la revue du Comité français de cartographie, numéro 216, paru en juin 2013, pages 139 et 140. Donc en résumé, à ce stade, si l'on en croit l'analyse carbone, le colophon issu des écrits de Reiss et les infos de M. Soussek, nous avons une carte du début du XVIe siècle représentant des côtes continentales de l'est du continent américain, autour de l'Atlantique, inspirée de cartes possédées par un marin collectionneur qui n'a certainement jamais navigué en Atlantique. Maintenant, venons-en à la carte en elle-même. Ce qui surprend, c'est le détail de la totalité de la côte est de l'Amérique du Sud, ainsi que cette façon de la dessiner en demi-cercle, comme sur les projections cordiformes. En général, ce sont des cartes réservées à des projections stéréographiques polaires, dont la première serait apparue avec Mercator vers 1560, donc après la carte de Reiss. Mais Mercator, comme nous le verrons, pouvait très bien également faire partie de certains érudits au savoir initié ou hermétique. Parce que, autre surprise et de taille, la carte de 1513, offerte en 1517, représenterait la totalité de la côte est de l'Amérique du Sud, mais ce n'est qu'en 1520 que Magellan naviguera le long des côtes est de l'extrême sud. Là, il semblerait qu'on puisse mettre le doigt sur un petit souci de date officielle. Alors après le clin d'œil des voiles de Christophe Colomb, la chapelle de Roselyne et ses nombreuses surprises, voici un troisième hiatus. Pour essayer d'y voir plus clair, comparons des cartes. Ça, c'est une autre carte du XVIe siècle, celle de Abraham Ortel, plus connu sous le nom d'Ortelius. C'est bizarre cette manie de romaniser les noms, mais nous verrons cela également dans une autre vidéo. Cet homme, né en 1527, n'est pas non plus le premier venu, puisqu'il est cartographe et géographe, issu d'une famille aisée depuis au moins le grand-père, donc depuis la deuxième moitié du XVe siècle. Grand-père qui était pharmacien dans sa propre officine, à l'époque il pouvait donc disposer de nombreuses plantes venues de différents pays et ou continents, et dont le fils était antiquaire, à rapprocher d'un collectionneur, mais qui vivrait de sa passion, qui lui-même possédait de nombreux objets rares, parlait le grec et le latin, avait aidé à traduire la Bible et détenait des livres dits suspects, ce qui lui valut un procès. À son décès, son fils Abraham reprit la boutique d'antiquaire, devint graveur puis enlumineur de cartes, et pour info, Abraham est inscrit à la guilde de Saint-Luc. Alors une guilde de Saint-Luc, ou gilde de Saint-Luc, aussi appelée corporation, confrérie ou compagnie de Saint-Luc, est une organisation corporative strictement réglementée de peintres, de graveurs, de sculpteurs et d'imprimeurs de la Renaissance, active depuis le XIVe siècle en Italie, surtout à Florence, aux Pays-Bas, Bruges, Anvers, Utrecht, etc., dans les pays rhénans et en France. Tout comme vous pouvez le constater sur l'image qui représente leur corporation, tout ça ne manque pas de symboles, dont certains facilement reconnaissables, mais peut-être hors de leur temps. Un initié ? Chaque année, Abraham se rendait à Francfort où se tenait la plus grande foire aux livres d'Europe. Il y achetait des cartes, des portulans, des cartes de navigation utilisées du XIIIe au XVIIIe siècle et des objets précieux. Travail, études, mais études complétées par des voyages dans de nombreux pays d'Europe. Alors cet homme, c'est un érudit de son époque et ses cartes datent d'un demi-siècle après celles de Périres. Et je vous laisse admirer à nouveau les côtes de l'Amérique du Sud qui sont maintenant largement connues depuis officiellement 1520 et Magellan, donc avant la naissance d'Abraham Ortelius, qui pour mémoire est de 1527. Nous sommes bien d'accord, la carte de Périres de 1513, c'est le même siècle mais avant Ortelius. La première carte d'Ortelius semblerait dater de 1560. 50 ans après Reiss, voici comment il cartographie le continent sud-américain. Et pourtant, Ortelius, c'est le cartographe officiel, en 1570, du roi Philippe II d'Espagne. Et à cette époque, l'Espagne est déjà un grand pays de navigation.
D'ailleurs, Max Ruzis, qui est historien de l'art de la fin du 19e et du début du 20e siècle, a pu écrire que l'Atlas d'Ortelius, comprenant 53 cartes, était le livre le plus cher du XVIe siècle. On continue. Ortelius a comme ami Gérard de Crémer, connu sous son nom romanisé encore un de Gerardus Mercator, dont la façon de présenter les cartes du monde sont encore aujourd'hui de rigueur, non seulement dans les écoles, mais également dans les lieux de vente habituels. Mercator, c'est la représentation officielle, en tout cas en Occident, malgré que l'on sache qu'une mise à plat d'un rond implique obligatoirement une déformation de ce qui est représenté dessus. La projection de Mercator, c'est son nom, c'est la représentation du monde. Pour être exact, c'est son fils, Rumold Mercator, qui affinera la projection, mais il a gardé les choix de projection de son père. Il existe un tas d'autres projections, mais le problème c'est que l'Europe paraît petite et du coup, c'est pas très top pour notre ego. Fin de la digression, revenons à Mercator. Je vous laisse regarder comment était vue l'Amérique sur cette carte de Gerardus Mercator, datée de 1570, c'est écrit dessus, soit 57 ans après Race. Et pour son fils, en 1587, ça donne ça. Évidemment, je n'ai pas parlé de la place de la représentation de l'Antarctique, mais ce continent, j'y reviendrai dans un instant. Juste histoire de se faire plaisir, voici une carte du XVIIe siècle, puis une autre. On se dit que ça commence à s'arranger pour l'Amérique du Sud, mais au XVIIIe siècle, on a ça, issu de la collection Châtillon au musée de l'Aquitaine, mais aussi ça, et enfin, Welt au XIXe siècle, où là, ça va se stabiliser. Donc le moins que l'on puisse dire sur les représentations de l'Amérique du Sud, c'est que c'est très fluctuant jusqu'au XIXe siècle. Non seulement à l'intérieur d'un même siècle, mais également d'un siècle à l'autre. Des initiés et d'autres pas. Reste la cerise sur le gâteau, cette carte de 1587, donc deuxième partie du XVIe siècle. Et sur l'article qui lui est dédié, sur le Science Post de 2017, il est dit « Des chercheurs américains ont reconstitué une carte géante montrant les croyances et les représentations qui étaient en vigueur il y a 400 ans, avec quelques nouveautés. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'auteur italien, Urbano Monte, avait fait preuve d'originalité. » Voilà pour la citation. Alors, originalité, dans tous les cas, comparativement aux autres cartes de la même époque, c'est sûr, pour le continent sud-américain, pour le moins, on peut dire que c'est original. Alors, surprenant tout cela, non? Et il ne s'agit là que du sujet des cartes et que de quelques cartes. Au fait, sur cette dernière carte, on peut y reconnaître l'Armada espagnole, ce qui surprend quand on sait que le livre le plus cher du XVIe siècle est celui d'Ortelius, avec sa carte difforme. Et puis là, plus question de croix pâtée façon templière. Bon, allez, j'arrête. Alors, ce qui a fait parler autour de la carte de Peri Reis, ce n'est pas tant l'anachronisme de la côte de l'Amérique du Sud pour le début du XVIe siècle, si anachronisme il y a, ni même cette façon de la représenter en demi-cercle. Donc là où les bouches ont usé de la salive, c'est que nombreux sont ceux qui ont vu les côtes de l'Antarctique, mais sans neige ni glace, sur cette carte. En fait, ils ont vu ça. Je vous remontre la carte de Race et la projection de certaines personnes. Personnellement, ma vision se rapprocherait plus de ça. D'autres y ont vu ça. Mais pour que vous puissiez vous faire votre avis, je vous repasse la Peri Reis et la projection. Toutefois, avant de vous faire votre propre opinion, voici un peu plus d'infos. La carte de Peri Reis a fait l'objet de nombreuses études que vous pourrez retrouver en suivant ces pistes. Alors, l'ingénieur américain Mallory, Monsieur Walters du bureau d'hydrographie de l'US Navy, le professeur Linham, directeur de l'observatoire de Weston et chef des services sismologiques, le professeur Hapgood du Keene College, New Hampshire, USA, auteur de la théorie sur le glissement de l'écorce terrestre, le professeur Strachan du Massachusetts Institute of Technology, le très respecté MIT, ainsi que le lieutenant-colonel Hollmeyer, commandant du 8e escadron de reconnaissance technique de l'US Air Force, car il ressort de ces études que cette carte est impossible hors de son temps, compte tenu des connaissances de l'époque, et ce pour de nombreuses raisons développées dans leurs travaux, qui sont consultables en ligne. Alors d'autres détails troublants peuvent être exploités concernant divers sujets à propos de ce que l'on peut voir sur cette carte. Le site LDI5 en a effectué un petit récapitulatif, en citant les îles découvertes officiellement entre 30 à 80 ans plus tard, et au minimum, puisque la carte s'inspire de cartes et connaissances antérieures à 1513. On y voit également les Andes, logiquement inconnues à cette époque. Le lama est représenté, alors que son identification par les Espagnols date de 1598. Et si Antarctique il y a le décalage des dates, ainsi que sa représentation qui ne colle pas du tout avec sa période de glaciation.
même s'il existe une hypothèse fort probable comme quoi il y a 6000 ans, la glace ne recouvrait pas encore la totalité du continent. Alors, ce constat repose sur les datations effectuées par l'Institut Carnegie de Washington, suite à des carottages effectués en mer de Ross, ramenés par l'expédition du contre-amiral Byrd en 1949. Mais nous restons tout de même sur du 6000 ans, ce qui est bien loin de 1513 et même des objets datant de l'Antiquité dont pouvait disposer Race. À moins que l'on se fie à ce type d'artefact que je vous laisse rechercher pour le plaisir. Et si vous aimez les cartes impossibles, ce n'est pas ce qui manque sur LDI 5. Maintenant, vous disposez de suffisamment de pistes pour approfondir ce sujet. Reste que, officiellement, en tout cas, l'Antarctique s'est détaché du continent américain et aurait gagné sa glace il y a des millions d'années. Puisque plus précisément, ce n'est qu'il y a environ 25 millions d'années, avec l'ouverture du passage de Drake entre la péninsule antarctique et l'Amérique du Sud, que ce continent s'est retrouvé complètement isolé, puis peu à peu totalement glacé, même si une partie des côtes se découvre à certaines périodes de l'année, et que la carte de Ronsfin en 1531, celle de Gérard Mercator en 1569 ou encore celle de Philippe Buache en 1754 nous montrent toujours un rattachement. Pour mémoire, revoici celle d'Abraham Ortelius de 1570. Toutefois, restons prudents car ces cartographes ont très bien pu s'influencer les uns les autres et même si ce continent glacé était suspecté, rien ne prouve qu'avant 1820, il ait été découvert. Reste que certains historiens supposent que bien avant le XIXe siècle, des peuples aient pu, au moins, l'apercevoir en naviguant. Toujours à propos de l'Antarctique, voyons ce qu'un spécialiste a à nous en dire. Pour les plus curieux d'entre vous, écoutez ce que l'amiral Byrd, né en 1888 et mort en 1957, explorateur polaire et aviateur américain de l'US Navy, ayant le grade de contre-amiral, raconte à propos de ce continent. Pour sûr, ce sont des savoirs surprenants, pour ne pas dire des prophéties, sur ce qui se passera 50 à 60 ans après son interview, datée de 1950. Cette interview est visible, traduite en français sur YouTube et en VO sur Dailymotion. Mais il est sous-titré. Interview de l'amiral Byrd, CBS, 1950. Il est également surpris que personne ne soit allé au sud du pôle sud, sur une zone aussi grande que les USA, pour le citer. Du coup, un petit coup de zoom à propos de ce continent. Chacun sait que l'Antarctique est partagé par tranches. C'est le seul continent délimité de la sorte. Mais ce que l'on sait moins, c'est que malgré ses grandes richesses en sous-sol, pour le moins charbon, pétrole et uranium, comme confirmé par Byrd, il est interdit d'exploitation. Et malgré une grande concentration de scientifiques et de militaires, puisqu'il y a environ 60 bases qui sont installées sur ce continent, il reste le seul endroit de la planète où aucun conflit, aucune guerre pour l'hégémonie ne fut déclarée, malgré les nombreux pays qui y séjournent. À ce sujet, voir le traité de l'Antarctique qui date de 1959 et qui est respecté, ce qui est quasiment une exception dans l'histoire des traités, et qui dispose d'une réunion annuelle pour les respects de ce traité. Autre surprise de taille, certains lieux de ce continent sont toujours interdits d'accès, même en survol, que ce soit civil ou militaire. Il est d'ailleurs bien difficile de recevoir un accord de navigation ou de survol en dessous du 60e parallèle sud. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de terres amicales et habitées. Mais officiellement, ce parallèle est une frontière décrétée. Alors, extrait du traité. Le 60e parallèle sud a été choisi comme frontière nord de l'océan Antarctique ainsi que de l'Antarctique tel que défini dans le traité sur l'Antarctique. Toute terre qui est située plus au sud est considérée selon ce traité comme faisant partie de l'Antarctique. Et il est tout de même précisé, cette délimitation est relativement arbitraire. En pratique, la latitude de la convergence antarctique, zone où se rencontrent les eaux froides antarctiques et les eaux plus chaudes des régions subantarctiques, varie suivant la longitude entre 48 degrés et 61 degrés. Cette interdiction est très visible physiquement, il suffit pour cela d'observer en direct les vols de l'hémisphère sud partant d'un continent à l'autre. Exemple, pointe sud du continent américain en direction de l'Australie, ou réciproquement. Pour s'apercevoir que tous les avions remontent invariablement vers le nord ou filent en ligne droite. La vérification est facile, il suffit d'aller sur Flight Radar 24. Le sud, ce n'est pas comme le nord, il y a des règles différentes. Mais ne me demandez pas pourquoi, ni exactement par qui elles ont été établies au départ, je ne sais pas. En parlant de pôle Nord, selon l'Encyclopédie Universalis, le Groenland aurait été découvert, toujours sujet à caution, en 982 par un Norvégien, Éric le Rouge, qui lui donna son nom de Terre verte, Groenland, en danois. Le problème, c'est que ça fait 4,1 millions d'années que ce lieu est glacé, selon les glaciologues. Toutefois, comme pour le pôle Sud, à certaines périodes, un peu de terre non couverte de glace se découvre. Donc, comme toujours, restons prudents, tant sur les dates, les découvertes et les certitudes en tout genre. Par contre, un fait est vérifiable sur cette carte, tout comme sur cette information.
Depuis 1959 à aujourd'hui, sur ce continent de l'extrême sud, 1 610 000 km², soit 0,3% de la planète, environ 3 fois la France, n'a été revendiqué par aucun État. Surprenant, non? Et surtout, comment se fait-il? À propos de tout ce qui est des éléments et événements surprenants que nous pouvons trouver sur le web, et concernant le pôle sud, je rappellerai juste que, puisqu'en dessous du 60e parallèle sud, il est plus que très difficile de se procurer une autorisation de transit, de séjour ou de survol, et je ne parle même pas de ce qui concerne la zone non revendiquée, comment se fier aux informations relayées par différents sites, que ce soit du mainstream le plus politiquement correct, au conspi le plus débridé, car dans les deux cas, comment être sûr de ces infos? D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment Google Earth a obtenu des autorisations pour établir ou relayer ces vues du pôle sud. Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur. À moins que les vues de Google Earth... Mais stop, là je me suis fixé des limites et là je deviens borderline, puisque je n'ai trouvé aucune info officielle. Mais quand même, et juste pour se faire un petit plaisir, quelques anecdotes, si je puis dire. Le contre-amiral Byrd survolera le pôle sud en 1929, et suite à cela, il organisera 3 expéditions sur l'Antarctique, entre 1933 et 1935, puis entre 1939 et 1941, et enfin entre 1946 et 1947. Celle-ci, c'est l'opération High Jump, qui est la plus importante en Antarctique. Cette expédition mobilise un impressionnant cortège de navires, d'avions, de matériel et d'hommes, puisqu'il y a plus de 4000 à 4500 personnes militaires selon les sources. Après le crash d'un appareil et le heurt d'un iceberg par un sous-marin, il est mis subitement fin à cette expédition. Ensuite, il faudra attendre 8 ans pour qu'une nouvelle expédition soit lancée. Byrd est toujours aux commandes entre 1955 et 1957 pour ce qui se nommera les expéditions Deep Freeze 1 et 2, et qui établirent la base américaine permanente McMurdo sur les rivages de la mer de Ross, sur le côté sud du pôle, et qui est en passe de devenir un sanctuaire. La mer de Ross est officiellement dans la tranche de la Nouvelle-Zélande. Pour info, et parallèlement, selon le Courrier international, la Nouvelle-Zélande est devenue la terre de prédilection des ultra-riches, et comme nous pouvons le constater, la Nouvelle-Zélande est l'une des terres les plus proches de son territoire antarctique, et donc de la mer de Ross et de son sanctuaire. Y aurait-il une info dont disposeraient les ultra-riches et qui m'aurait échappé sur ce lieu hautement sécurisé en bordure de la zone non revendiquée? Une autre bizarrerie, une partie de cette tranche non revendiquée porte le nom de Terre de Mary Byrd, qui est le nom de la femme du contre-amiral Byrd. Mais premièrement, pourquoi le nom de la femme du contre-amiral et pourquoi l'attribuer officiellement à l'intérieur d'un lieu non revendiqué? Deuxièmement, sur les inscriptions officielles, le prénom a été francisé, puisque sa femme se prénomme Mary, avec un Y, et non Marie, I-E, alors que Byrd n'a pas été francisé en devenant oiseau. Pour en revenir à nos opérations Deep Freeze, à l'origine, il devait y en avoir 4. La numéro 4, celle de 59, aurait dû être la dernière, sauf que, comme vous pouvez le lire, les événements ont suivi un cours différent pour des raisons de programme scientifique. Et là, la source, c'est l'histoire navale et militaire états-unienne. Bon, ok. En parallèle, nous savons qu'en 1959 également fut signé le traité sur l'Antarctique, en date du 1er décembre 1959 à Washington DC, aux États-Unis, et qu'il est entré en vigueur le 23 juin 1961. Comme déjà dit, il réglemente les relations entre les États signataires en ce qui a trait à l'Antarctique. Le traité s'applique au territoire incluant des plateformes glaciaires, situées au sud du 60e parallèle sud, voire plus haut si l'eau froide est au-dessus du 60e parallèle. Les signataires initiaux, c'est-à-dire les pays signataires du traité, furent l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Chili, les États-Unis, la France, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et l'URSS, repris par la suite par la Russie. Cependant, n'importe quel membre des Nations Unies ou autre État invité par la totalité des signataires peut s'y joindre. Plusieurs États ont ainsi adhéré au traité depuis sa signature. Donc en résumé, depuis 1961, l'Antarctique, malgré ses ressources naturelles de première importance, détient la particularité mondiale de ne pas être exploité. De plus, chaque pays peut y être le bienvenu sur parrainage de la totalité de ses membres. Sauf qu'en dessous du 60e parallèle, ou un peu au-dessus selon la température des eaux, c'est très compliqué d'avoir un droit d'accès maritime ou aérien. Et surtout, autre particularité mondiale, ce continent possède une zone grande comme plus de 3 fois la France qui reste non revendiquée à ce jour. Mais sur ce continent, tout se passe dans la joie et la bonne humeur puisqu'aucun conflit n'y a jamais éclaté et que tout le monde respecte le traité. Traité à l'emblème qui pourrait paraître bien particulier puisqu'il ressemble à une cible, mais je pense qu'il s'agit juste de la représentation des latitudes et longitudes, même si on peut également y voir le découpage par tranches. En fait, à chacun de se faire son avis sur quel symbole est ou n'est pas représenté ici.
Clou du spectacle. Entre 1959, année du traité, et 1961, année de son application, nous avons 1960 avec officiellement Tyros 1, le premier satellite à avoir envoyé des photos de la Terre, le 1er avril 1960. Et c'est pas moi qui ai choisi le jour. Je suis bien d'accord, corrélation n'est pas raison, mais quand même ces Américains, ils sont si forts dans les enchaînements de dates qu'on pourrait presque croire qu'ils nous cachent des choses dans leur agenda. Mais là, c'est juste une impression personnelle. Or, pendant que j'y pense, vous savez le contre-amiral Byrd, celui qui a survolé les deux pôles, nord et sud, de notre planète, la Terre. Eh bien, deux points géographiques ont reçu son nom. Un en Antarctique, au sud, le mont Byrd, ou Cap Byrd, sur l'île de Ross, et l'autre, vous allez me dire au pôle Nord, en Arctique. Eh bien non, pas du tout. C'est le cratère Byrd qui se situe sur la Lune. Eh, ils sont pas trop forts ces ricains? Autre détail qui rajoute à la surprise, vous vous souvenez, Mary Byrd est devenue Mary Byrd sur la zone non attribuée. Et bien pour son mari, le Cap Byrd sur l'île de Ross est devenu le Cap Beard. Et le mont Byrd est devenu le mont Beard. Par contre sur la Lune, le cratère Byrd a gardé son orthographe. Je ne sais pas si quelqu'un a un problème sur la Terre avec le Y, mais il y a peut-être un truc à chercher là, ou pas. Remarquez, les Russes ont fait très fort aussi, avec leur premier satellite, Sputnik, en 1957. Parce que côté ressemblance, et ouais, avec cette peinture de l'exaltation de l'Eucharistie, de Ventura Salimbeni, datée de la fin du XVIe siècle, c'est assez extraordinaire, non? Vous trouvez pas? Bon allez, fin du petit plaisir. Après l'Antarctique, vu sur cette carte, il y eut l'histoire des longitudes qui apparaîtraient alors que l'exactitude de leurs calculs ne date que de la fin du XVIIe, voire même du début du XVIIIe siècle. Donc, un petit détour sur les longitudes. Sur la fondation Lamap, on peut lire ça. Les astres étant inaccessibles, leur distance doit être déterminée par des méthodes indirectes. C'est ce que fit Thalès 600 ans avant notre ère pour évaluer la distance d'un bateau éloigné sur la mer. Il inventa la méthode de triangulation. Alors je vous épargne l'explication, vous pourrez la retrouver grâce à l'image, mais pour une date donnée à 2600 ans, c'est déjà plus que pas mal, sachant qu'il faudra attendre un bon moment avant de redécouvrir ces calculs. Je ne sais pas si la triangulation date de l'Antiquité, tout comme je ne suis même pas sûr des dates de l'Antiquité, mais ça c'est encore une vidéo à venir. Mais pour l'instant, laissons l'avantage du doute. D'autant que les longitudes sur cette carte, c'est quand même très approximatif. Sans compter que depuis une île proche des côtes. Au XVIe siècle, on doit pouvoir savoir tirer une triangulation, même approximative. Pour ce qui est de la largeur de l'Atlantique, ça se calcule en journée de navigation, et lorsque l'on sait combien son vaisseau peut parcourir en une journée, même si c'est de l'à peu près, ça peut également faire l'affaire. Sinon, sur Wikipédia, géographie Ptolémée, on peut lire ça. Claude Ptolémée est né vers 100 et mort vers 168. Il était égyptien, a surtout vécu à Alexandrie, se faisait appeler Claudius Ptolomoleus. Et voilà comment on représente au XVIe siècle un Égyptien du IIe siècle. Mais ça, j'expliquerai le pourquoi dans la vidéo suivante. Le premier livre de la géographie présente une analyse des obstacles rencontrés et des méthodes utilisées par Ptolémée pour dessiner des cartes géographiques. Le premier problème à résoudre était celui du choix des coordonnées, c'est-à-dire des latitudes et des longitudes des lieux à représenter. La latitude, en principe, ne posait pas de difficulté majeure. Diverses méthodes pour la calculer existaient déjà. Ptolémée avait une préférence pour celle utilisant le nombre d'heures maximum de luminosité dans une journée. La longitude était beaucoup plus difficile à mesurer. La seule méthode suffisamment précise disponible à cette époque est celle où l'on calcule la différence entre les heures locales d'observation d'une éclipse de lune. C'est cette méthode, recommandée par Hipparque de Nicée, qu'a reprise Ptolémée. Alors, Hipparque de Nicée, c'est moins 180, moins 125, né dans cette belle ville de Nicée, qui se fera surtout connaître pour son affrontement entre les différentes pensées chrétiennes, pour ne pas dire différentes factions chrétiennes, représentées par leurs évêques romains respectifs lors du concile du même nom en l'an 325. Vous voyez, tout comme on aime les noms romains, c'est fou comme on retrouve régulièrement les mêmes villes. Autre remarque, il est précisé calculé en fonction des éclipses de lune. C'est quand même pas évident car les éclipses de lune, c'est une périodicité d'1 à 2 fois par an, et encore, faut-il être au bon endroit au bon moment. Malgré tout, on nous parle quand même de longitude 200 ans avant Jésus-Christ, alors qu'en Europe, au XVIIIe siècle, on courra encore pour trouver comment améliorer ce savoir. Donc nous en sommes à des connaissances de 2600 ans pour la triangulation et de 2200 ans pour les longitudes, mais toujours des problèmes avec ce sujet au XVIIIe siècle. Il y a tout de même des choses qui ne laissent pas de surprendre. Je reprends.
Ptolémée regrettait cependant d'avoir à sa disposition bien trop peu de valeurs obtenues de cette façon. La plupart du temps, Ptolémée a été contraint de calculer les différences de longitude en se basant d'une part sur des estimations des distances linéaires, elles-mêmes tirées d'itinéraires existants, et d'autre part sur la longueur du parallèle correspondant. Il avait toutefois remarqué que la différence longitudinale entre deux points placés sur des parallèles différents peut aussi être évaluée si on connaît la différence de latitude et l'angle selon lequel elles croisent le méridien. Là, je me suis un peu étendu dans l'explication, mais c'était pour vous demander si, tout comme moi, vous ne trouvez pas à quel point quand même les mecs de l'Antiquité, comparés à ceux du haut Moyen-Âge, vraiment c'était des tronches de premier de la classe. Bon allez, c'était juste pour rire et se détendre un peu. Sinon, vous pouvez retrouver l'histoire des longitudes sur Wikipédia sur la page Histoire de la navigation astronomique, et là on comprend que dès minimum Christophe Colomb, donc le XVe siècle, il y avait matière à se débrouiller à peu près correctement. Mais on peut aussi apprendre que la longitude, c'est le XVIIIe siècle, sur la page Longitude du déjà cité Wikipédia. La mesure de la longitude est fondamentale pour la navigation, elle donne les positions est-ouest du navire et permet de le situer sur les cartes. La recherche de la meilleure technique pour son calcul fut donc l'une des plus acharnées et importantes du XVIIIe siècle. Donc, comme dit plus haut, entre 200 ans avant Jésus-Christ et le XVIIIe siècle, soit un écart de 2000 ans, on a su, on a oublié, on a réappris et amélioré, puis encore oublié, et enfin on s'acharne au XVIIIe siècle pour améliorer à nouveau. Qu'en penser quand on sait que la première trace de navigation avec la barque monoxyle, c'est-à-dire une embarcation construite dans une unique pièce de bois taillée dans un tronc d'arbre, remonte au Mésolithique, c'est-à-dire soit environ 12 000 ans, et que depuis, l'histoire des bateaux accompagne celle de l'humanité au quotidien, y compris sur les océans, et que cette histoire de la navigation a progressé à une rapidité extraordinaire. Je vous laisse le choix du pourquoi, du comment, parce que pour moi, je ne sais pas. Vient ensuite l'histoire de la carte qui aurait été réalisée depuis le ciel, ce qui expliquerait le demi-cercle. Alors là aussi, difficile de se prononcer, tant ça bouscule nos connaissances, et puis franchement, si c'est vu du ciel, le dessin de la côte laisse quand même à désirer comparativement à ce que nous montre la NASA par exemple. Si l'on se fie à ce que nous montre la NASA évidemment. Oui, je dis si l'on se fie car on ne peut que remarquer que la NASA nous propose surtout des dessins ou de la 3D informatique et des informations surprenantes. Vous avez remarqué? Non? Alors pour exemple, comme vérifiable sur Wikipédia, à chronologie des satellites artificiels et sondes spatiales, nous pouvons comptabiliser que 6009 objets spatiaux ont été envoyés dans l'espace entre 1972 et 2015, soit une moyenne de plus de 103 satellites ou sondes par an, et entre ces deux dates, soit 43 ans, juste 2 photos représentant la Terre au complet ont été prises. C'est littéralement une aberration tant scientifique que culturelle. N'oublions pas que pour réussir à envoyer des objets dans l'espace, c'est tout de même la plus grande réussite technologique de l'humanité, et que disposer de vues complètes de la planète permet d'effectuer d'innombrables recherches dans différents domaines scientifiques. Alors 2 photos de la Terre dans son ensemble en 43 ans, là je prends position. Allô Houston, on a un problème. Et puis j'y pense, cela signifie que depuis 1972, chaque fois que l'on voit une photo de la Terre au complet, que ce soit dans un reportage, une news, un communiqué, n'importe quoi, c'est toujours la même photo? Rien ne vous choque? Je vous laisse y réfléchir, et je n'irai pas plus loin sur ce sujet, puisque d'autres personnes l'ont développé dans suffisamment de vidéos et d'articles. Par contre, puisque l'on parle du ciel, il y a ça. Et ils sont nombreux ces petits objets. Ce sont des figurines en or de 4 à 5 cm trouvées au XIXe siècle suite à l'inhumation de tombes de chefs indiens de culture Tolima et Kimbi ou Kimbaya. Historiquement, il est rapporté qu'ils étaient utilisés comme bijoux de poitrine ou amulettes. Ils sont connus sous le nom d'oiseaux d'Otun, los pájaros del Otun, ce nom venant du lieu de découverte du premier des échantillons. Selon la datation radiocarbone, leur fabrication daterait d'environ 500 après Jésus-Christ. Les habitants de Tolima et Kimbaya vivaient sur le territoire de l'actuelle Colombie, au milieu de la rivière Magdalena. Cependant, les créations de maîtres indiens se sont retrouvées bien au-delà des frontières de cette région, puisque l'on en a retrouvé au Venezuela, au Pérou et aussi au Costa Rica. À ce jour, 33 de ces bizarreries ont été découvertes et décrites. L'apparence des modèles diffère, mais la conception de base reste inchangée. La plupart de ces artefacts sont exposés en permanence au Museo del Ojo de la Banque nationale colombienne à Bogota. Certains spécialistes y voient des représentations zoomorphes d'insectes, d'oiseaux ou même de poissons volants. Mais c'est normal, comment imaginer autre chose qu'une invention zoomorphe? Le contraire serait trop déstabilisant pour l'esprit en l'état de nos connaissances. Pourtant, plusieurs de ces objets ont l'air prêts pour un décollage. Alors pourquoi je parle de décollage? Regardez sans a priori l'emplacement des ailes, la queue verticale et cet espace derrière la tête. Un oiseau zoomorphe ou poisson volant, comme il a pu être dit? Soyons sérieux. Aucun oiseau n'a les ailes placées à cet endroit, tout comme aucun oiseau n'a la queue à la verticale.
Pour les spasères à la tête, ok, bénéfice du doute. Pour ce qui est de représentation de poissons volants, même avec de la bonne volonté, je reste sur le même constat. Pour les insectes, il est vrai qu'ils sont capables de prendre des formes réellement surprenantes, mais tout de même, là encore, j'ai du mal. Si comme moi, vous restez sceptique, lisez cet article sur Dinosauria, où il est fait référence à des professionnels, des techniciens de l'US Air Force ou encore ingénieurs de l'aviation. Comme vous vous en rendrez compte, ils sont partagés, mais dans l'ensemble, ils ont tout de même du mal à ne pas penser que, au moins certains de ces objets sont des représentations d'avions. Mais comment imaginer un avion en l'an 500? Le premier avion a décollé est le fait des frères Wright en 1903. Et encore, il ne ressemble pas aux avions avec lesquels nous pourrions assimiler les ailes et la queue de nos artefacts. Un ingénieur a comparé celui que vous voyez avec un Convair F-102 Delta Dagger datant des années 1950. Mais le meilleur, ou le pire, reste à venir. Et c'est énormissime. 3 Allemands sont allés au bout de l'histoire. En 1996, le constructeur de modèles réduits d'avions, Algmund Enbaum, un officier de l'armée de l'air, Peter Belting, et l'ingénieur Konrad Buber's ont décidé de vérifier si les avions AK pouvaient voler. Pour cela, 2 figurines ont été choisies, une du musée de l'Or à Bogota, la seconde de la Smithsonian Institute à Washington. Ils ont créé des copies des figurines colombiennes qui respectaient exactement toutes les caractéristiques de conception des originaux, mais 16 fois plus grands, et les ont équipés de moteurs et de radiocommandes. Alors, reproduction proportionnée, maquette radiocommandée, et non seulement ils volent, mais ils sont d'une stabilité improbable. Regardez par vous-même, l'adresse et le nom de la vidéo apparaissent sur les photos. Autre sujet qui pourrait être lié, ou pas. Sur le territoire du Pérou moderne, sur le plateau de haute montagne de Nazca, situé au sud de la rivière du même nom, Rio Nazca, où le puissant empire Inca a jadis prospéré, il existe la mystérieuse Pampa Colorada et El Desierto de la Pampa Colorada. Sur ce plateau, au début des années 30 du XXe siècle, des pilotes amateurs américains ont découvert des dizaines de zones parfaitement plates sur la surface rocheuse, et sur ces zones, des lignes de largeur différentes s'échelonnant d'une longueur de 200 à 300 mètres à plusieurs kilomètres. Ces sections droites et lisses ressemblent aux pistes d'un aérodrome moderne, d'autant qu'il est surprenant de voir des sommets de montagne aussi plats sur des kilomètres. Alors d'un côté, nous avons des bijoux qui peuvent, une fois remis à l'échelle et équipés, voler. Et de l'autre, des tracés en ligne droite sur des montagnes qui paraissent rasées. L'esprit ne peut que spéculer. Mais au-delà de la spéculation, une chose est sûre, ces artefacts peuvent voler. Mais alors pourquoi, vous demanderez-vous, si peu d'infos autour de ces objets alors que la moindre découverte de l'Égypte antique, aussi minime soit-elle, fait le tour du monde des journaux télévisés? Si vous avez une réponse, je suis tout ouïe ouverte, d'autant qu'en Égypte également, ils ont retrouvé un artefact qui a été modélisé et qui se déplace comme un planeur. Suffit de chercher à oiseau de Saqqara. Pour ceux qui désirent une info en direct, le docteur Messia a construit une réplique 6 fois plus grande de la statuette, lui a ajouté un aileron horizontal, là où se situe un emplacement plat et perforé de 3 trous, et a maintenu que son aéroplane volait. Martin Gregory, spécialiste britannique d'aérodynamisme, a également construit un modèle plus grand de la statuette, mais lui a déclaré que le sien ne volait pas. Un autre expert britannique en aéronautique de l'université de Liverpool, Simon Sanderson, a opéré des tests de vol concluant avec une réplique de la statuette dans des couloirs d'air et en a conclu, après avoir étendu ses recherches dans un centre de stimulation aéronautique, que l'oiseau de Saqqara devait très bien voler dans les courants aériens égyptiens. Et là, la source, c'est David Mira, Saqqara Bird, 2015. Et là, malgré que ce soit l'Égypte antique, bien peu d'infos ont circulé. D'ailleurs, quand le décalage est trop perturbant pour l'esprit, l'info se fait discrète. La preuve, on entend rarement parler des vaisseaux Anunnaki, cités dans les tablettes sumériennes, et de ce possible astroporte, ou encore de la vision d'Ézéchiel dans la Bible, mais également dans le Coran. Joseph Blumrich, un scientifique de la NASA qui a travaillé en 1964 sur le premier programme d'atterrissage habité sur la Lune, estime que le char était en réalité un vaisseau spatial. Bon, il a ajouté aussi que les anges qui l'entouraient étaient des extraterrestres. Il est également allé jusqu'à créer un modèle du vaisseau spatial basé sur les descriptions d'Ézéchiel, et l'ingénieur allemand Hans Herbert Bayer a décidé de créer des dessins basés sur le temple qui servait de point d'atterrissage pour le char mythologique de la Bible. Et étonnamment, la navette spatiale Blumrich s'intégrait parfaitement au temple de Herbert Bayer. Alors le fait qu'il y ait 2 personnes différentes qui ne connaissaient pas le travail de l'autre et qui ont créé des parties qui se lient l'une à l'autre, cela reste surprenant. Tout est dans ce livre que vous voyez à l'écran, et une vidéo du même nom, The Spaceships of Ezekiel P. 1, est disponible sur YouTube. De plus, il existe les travaux de Mauro Biglino,
Alors lui, c'est un chercheur dans le domaine de l'histoire des religions. Il a approfondi depuis près de 30 ans l'étude de ce que l'on nomme les textes sacrés. Ses connaissances linguistiques et philologiques, qu'il a acquises grâce à l'étude de l'hébreu massorétique, c'est-à-dire l'ancien hébreu, ainsi que sa maîtrise des langues grecques et latines, lui ont permis de devenir le traducteur officiel des éditions San Paolo, c'est-à-dire les Edizioni San Paolo, qui sont les éditions officielles du Vatican, qui ont publié 17 livres de l'Ancien Testament traduits par ses soins à partir de la Biblia Hebraica Stuttgartensia, donc la version imprimée du Codex de Leningrad, la plus ancienne Bible complète, et lui aussi nous parle d'engins volants. Alors ensuite nous avons les Vimana, signifiant char céleste ou char des dieux, voire même connaissance particulière selon les traducteurs, présents dans le Rig Veda, qui est une collection d'hymnes sacrés en Inde, mais dont il est question également dans le canon bouddhiste, où on retrouve de l'objet volant, dans le 6e livre du Khuddaka Nikaya, le Vimana Vatu, qui contient 83 histoires autour des Vimana, appelées les palais célestes, dont tous les détails sont consultables dans le livre affiché à l'écran. Et tellement d'autres histoires ailleurs dans le monde, comme chez les Dogons du Mali, voir les différentes publications, ainsi que les livres des ethnologues Marcel Griol, ainsi que ceux de sa fille Geneviève Calam Griol, ou encore ce livre sur la cosmogonie Dogo. Bref, ce ne sont pas les histoires d'objets volants qui manquent tout autour du monde. Seulement voilà, tout cela, c'est contes, légendes, mythologie ou religion, donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais pour en revenir à nos différents artefacts, et si tout simplement ces objets retrouvés à Bogota, comme ailleurs, si tout cela n'était qu'un canular, des faux récents et produits pour appâter le touriste, comme on le dit pour les pierres d'Ica par exemple. Alors, tout faux, tout vrai, du faux et du vrai mélangés, allez savoir, tant c'est compliqué à démêler. Et il en va de même pour les écrits. Mais bon, je stoppe là ce xème aparté et je reviens à nos moutons. Qu'est-ce qui m'a fait suivre le lapin? Pour ce faire, agrandissons la carte. Eh bien tout simplement ça. Puis ça. Parce que cette île-là, je veux bien, ça ressemble à Cuba. Pas tout à fait géographiquement bien positionné, mais bon, Cuba. Par contre, celle-ci, cherchez sur les cartes actuelles, rien de semblable. Dans un premier temps, j'ai pensé à la Nouvelle-Écosse et l'île de Terre-Neuve, mais ce n'est absolument pas ressemblant. Et de plus, on voit Miami, en face de la Mauritanie, donc à sa place, et la pointe de la Nouvelle-Écosse, en face du Portugal, à sa place également. Pour l'Islande, ce serait vraiment du grand n'importe quoi, tant en reproduction qu'en emplacement. Pour celle-ci, on peut toujours se dire que c'est une décoration sur la carte ou une mauvaise appréciation pour Haïti et la République dominicaine, même si j'ai des doutes. De fait, allez, je n'insiste pas. Mais celle-ci, difficile de la nier. Sans compter que la Floride fut découverte vers 1513, possiblement par Juan Ponce de León. Cuba, sa découverte, c'est 1492 par Colomb. Pour Haïti, appelé Hispaniola, c'est également Colomb, en 1492. La Nouvelle-Écosse est colonisée pour la première fois par la France. Pierre Dougois de Mons, entouré notamment de Samuel de Champlain et de François Gravé, fonde une colonie sur une île à l'embouchure de la rivière Sainte-Croix en 1604. Alors une erreur, un hasard dans le dessin, quand on voit la qualité de description de la côte comparativement aux cartes des 16e, 17e et 18e siècles, j'ai vraiment du mal à penser que cette île n'est pas une île et de plus une grosse île. Si vous n'avez pas de carte sous les yeux, voici l'Amérique du Nord. Je n'y vois pas cette grosse île. Mais comme toujours, c'est à vous de voir. Pour moi, voilà comment je suis entré dans le terrier du lapin. Ce ne sont pas les côtes de l'Antarctique, j'ai longuement étudié le sujet et sincèrement ce n'est pas assez net, même si ce continent reste tout de même toujours très intrigant. Les longitudes, vraiment pas sûr du tout, tant il est difficile de connaître le savoir dont disposaient les érudits ou les initiés à cette époque, même si côté époque, il reste difficile de dire quoi que ce soit sur qui que ce soit et quand, et qui s'est inspiré de qui, etc. La vue soi-disant aérienne, par rapport à la carte, ça impliquerait un survol très rapide parce que ce n'est quand même pas impec. Par contre, ça m'a permis de rencontrer des artefacts surprenants, et je dois avouer que les témoignages des spécialistes et les maquettes volantes, ça m'a tout de même pas mal ébranlé. Mais ce qui m'a réellement fait pénétrer dans le terrier, c'est cette île. Même si j'ai bien conscience que les îles, ça peut disparaître avec le niveau des eaux, des mouvements de failles tectoniques ou encore des éruptions sous-marines. Et puis également, les problèmes de corrélation de datation avec les découvertes des autres îles. Et depuis ces recherches, tant de surprises sont arrivées. Mais pour aujourd'hui, j'arrête, je vous laisse digérer. Juste une dernière chose, ou plus exactement un dernier fait. N'oubliez pas que depuis les débuts de l'histoire, et ce quel que soit le moment de ce début, l'humanité a toujours produit des faux et des dates qui ne correspondent pas en fonction des sources examinées. Des faux en écriture, livres, documents d'identité, personnages, généalogies, palimpsestes, ces manuscrits en parchemin déjà utilisés, grattés puis réécrits. Et la liste n'est pas exhaustive.
Défauts artistiques, peintures, statues, monuments, etc. Car là non plus la liste n'est pas exhaustive. Défauts en information, pour des raisons d'État, économiques, voire sociales, afin de calmer l'agitation ou de la provoquer, pour entrer en guerre par exemple. Et là encore, la liste n'est toujours pas exhaustive. Ce n'est pas de la paranoïa ou de la conspiration, juste des faits qui, parfois même avec le temps, font surface. La majeure partie du temps, même pas besoin de chercher, les infos tombent d'elles-mêmes sur les sites officiels. Alors en signe de revoir, je précise que j'ai beaucoup d'autres sujets en réserve dans mon terrier, mais ça demande du temps que de préparer, sourcer, enregistrer et monter ces vidéos, d'autant que je travaille seul et avec du petit matériel. Alors si vous aimez, signalez-le en likant et en relayant sur vos réseaux. Si vous n'aimez pas, pareil, un pouce, don't like, au moins je pourrais me faire un avis. Vous pouvez commenter également, je répondrai, sauf si c'est injurieux, parce que ça ne mène nulle part. Et si vous détenez d'autres infos, sourcées, vérifiées sur le sujet, alors là, impeccable, je me ferai un plaisir de vous relayer en ajoutant une vidéo bis. Ensuite, si je vois qu'il y a de la demande, je continuerai et je mettrai en place une page sur les réseaux sociaux, et peut-être même des écrits perso à disposition, car ce n'est pas ce qui me manque, et la connaissance doit être partagée, sinon, à quoi sert-elle? Devenir maître du monde? Ça, c'est de la folie assurée. Et puis surtout, il y a tellement de sujets à traiter et à détailler dans tellement de domaines que personne ne peut revendiquer un savoir exhaustif et certain. Dans tous les cas, puisque vous êtes encore là, je remercie chacune et chacun d'entre vous d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, et je vous dis, j'espère à bientôt dans le terrier du lapin. Merci encore pour votre présence.